Donc, pour la suite, je vais inviter M. Jean-Michel Bonnard, le premier directeur de l'UFR STAPS en 1975, et M. Jean-Jacques Dupont à s'installer. Je salue également M. le sénateur Jacques Gros-Pelin qui vient d'arriver. Merci parce que ce fut compliqué pour te libérer aujourd'hui. Première promotion aussi des étudiants de l'UFR STAPS, qui a été longtemps professeur ici également. C'est bon? Vas-y, tu peux dire. Monsieur Jean-Jacques Dupont, qui est professeur agrégé EPS, qui a soutenu sa thèse de doctorat sur les corps au niveau du lycée Victor Hugo, et aujourd'hui, accessoirement aussi, l'un des premiers à développer notre cellule audiovisuelle. Gymnaste, historien, Jean-Jacques, merci de nous replonger dans l'histoire des 50 ans. Bonjour, donc je ne vais pas reprendre, ce qui avait été fait avec Maryse sur les 600 ans, donc le tome 2. Je vais plutôt revenir sur les conditions de création de l'UREPS à l'UFR STAPS. C'est des travaux qu'on avait fait avec Florian Huchdet, qui donc nous a permis de rechercher beaucoup d'archives, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup qui existent. Et notre thématique et notre problématique a été de dire qu'une personne seule ne peut pas créer, et que c'est forcément des couples avec deux statuts différents, donc sur le terrain et administratif, qui ont permis de créer des structures. Donc Besançon, c'est une terre de formation, puisqu'on a démarré avec, en 1929, donc c'est un centre d'éducation physique qui est transformé en institut universitaire et en IREP en 1932, sous la direction de Maurice Duvernois. Maurice Duvernois, c'est le nom, mais on n'a jamais fait l'inauguration de l'amphi, mais c'est le nom qui a été attribué à l'amphithéâtre ici. Donc c'est l'amphithéâtre Maurice Duvernois, premier créateur des formations à Besançon. Il met en place un livret de santé et il ne peut le faire que grâce au recteur Alangri. Donc c'est le deuxième qui est mis en place sur la première photo. Et les formations vont s'arrêter en 1956. Alors, ça a énormément galéré sous Vichy, sous le gouvernement de Vichy, dans la mesure où Borotra a créé des CREX, donc, qui étaient chargés d'une formation. Et donc, le directeur régional de l'EGS, donc le docteur Roland, s'est pris de bec avec Duvernois, qui ne devait pas être quelqu'un de très facile. Vous verrez pourquoi après. Et donc, il y a une concurrence entre le CREX et l'UFR. Enfin, l'IREP, pardon. Et donc, le docteur Duvernois, à la Libération, perd tous ses soutiens, y compris de la ville de Besançon, de l'université. Et donc, le nouveau recteur en 1956, qui est un ancien médecin de l'université de Besançon, le docteur Richard, règle ses comptes avec Duvernois, dans la mesure où le docteur Duvernois avait refusé qu'il enseigne à l'IREP, parce qu'il ne pensait pas assez compétent pour faire des cours en anatomie. Et donc, devenu recteur, il signe le décret de suppression de l'IREP de Besançon, considérant que c'est duré que pour un prestige personnel du docteur Duvernois, donc que l'IREP a été maintenu. Donc il n'y a plus de formation professorale, ni de classe préparatoire dans l'Académie de Besançon jusqu'en 1968. Pourtant, en 1966,
il y a un décret qui sort disant que les instituts qui ont interrompu leur activité peuvent être ouverts sur proposition de l'université concernée. Donc visiblement, la fac de médecine, en 1966, n'a pas du tout envie de s'encombrer avec un IREP. Donc ça, c'est un premier point. Les formations vont réapparaître grâce à un second couple de personnes, donc entre autres Yves Imbert, puisque des formations donc, de classe P1 vont apparaître à Belfort. On n'a pas trouvé de photo à ce moment-là, sous la direction de l'inspecteur principal jeunesse et sport Hubert Cournu, qui avait apparemment le bras long à Paris, puisque les premières classes P1 de Belfort, classe P1 filles et garçons, sont illégales, puisqu'elles apparaissent après la rentrée scolaire de toutes les classes P1. Et donc, Hubert Cournu, qui était ancien inspecteur de Toulouse, fait un recrutement de tous les gens qui n'ont pas pu rentrer dans les classes P1. Et donc, les premières promotions de Belfort, ce sont tous des gens qui ont échoué au concours d'entrée des classes P1 en France. Donc, c'est quasiment illégal, mais bon, ça marche. En 72, pourquoi je viens là-dessus? Parce qu'en 72, la classe P1 filles est transférée à Besançon. On demande au mois de juillet à Jean-Michel Bonnard d'être le coordonnateur de cette classe, parce qu'il est dans l'enseignement supérieur au service des sports de l'université. Et donc, cette classe P1 filles va être ouverte au lycée de Palante. Et Yvette de Mesmé va être la référente à l'intérieur de l'établissement. Donc là, Martine Kreutzer, qui fait partie de ces... pourra peut-être nous dire quelque chose sur les classes P1. Mais bon, voilà. Donc ces classes étaient très sélectives d'un point de vue intellectuel et physique, etc. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière, puisque de toute façon, maintenant, des formations sont ouvertes à Besançon. Jean-Michel Bonnard en est le coordonnateur. Et quand tout petit peu en arrière, donc 1969, vous avez un décret qui met en place, et vous voyez sur ce que j'ai agrandi, l'IREP de Besançon a le droit de réouvrir, mais apparemment la fac de médecine n'en a pas très envie non plus, puisque ça n'ouvrira qu'en 1975. Donc, les recherches dans les archives indiquent que la fac de médecine refuse cette création pour des raisons de poste. Hein, c'est ce que m'a dit, quand je me suis entretenu avec lui, le recteur Magnien. Et peut-être aussi de collège électoral, parce que bon, c'est quelque chose d'important dans l'université. Et donc, la mairie n'est pas très favorable non plus, parce que comme c'est en fac de médecine à Saint-Jacques, il n'y a pas d'installation sportive. Hein, je pense que les premiers... ouais, il y avait le gymnase d'Arène et puis des plateaux extérieurs, il n'y avait pas grand-chose là-dessus. Et puis les étudiants étaient obligés de se déplacer de partout. Donc, en 1975, en s'appuyant sur le décret de création des STAPS, le recteur Magnien, donc très forte personnalité auquel on ne résistait pas, apparemment, donc impose la création de cet avis à la fac de médecine. Et dans l'idée, c'est un petit peu comme Hubert Cournu, lui, il m'a déclaré donc dans l'entretien: depuis que j'ai quitté Nancy, je n'ai cessé de me battre pour sauver la Franche-Comté de l'emprise dijonnaise. Ça relance des débats, mais bon. Ouais. Donc, ici, après, comment ça s'appelle, le démarrage se fait. Donc, voilà les listes des premiers professeurs.
hein. J'ai la liste des étudiants, dont Jacques Gros-Perrin, Michel Crevoisier et bien d'autres. Donc la liste des premiers professeurs ici, avec des référents de la fac de médecine, donc les Barthelet, les Duvernois, bien entendu. Jean-Michel Bonnard vous dira pourquoi il y a Juliette Apt et comment il l'a recrutée comme prof de psychopédagogie. Donc voilà. Donc l'installation se fait au 4e étage de la fac de médecine à Saint-Jacques. Il y a 4 salles de cours seulement et les emplois du temps sont intégrés dans le fonctionnement général de l'UR de médecine. Ça suppose que les étudiants se déplacent constamment sur les installations sportives de la ville. Et donc, l'année suivante, il y a 3 enseignants qui vont intégrer l'équipe enseignante, Annick Rochefort, Didier Marchal et Jean-Pierre Adamy. Ensuite, on aura la licence, le DUG est mis en place, la licence, donc c'est tout en bas, une licence en STAPS qui va être mise en place. Et déjà en 1976, il est prévu de créer des maîtrises. Donc maîtrises qui ne seront pas créées tout de suite, avec des formations spécialisées en enseignement, réinsertion par le mouvement, gestion administration, donc animation des activités, entraînement et haut niveau, et en liaison avec le monde du travail. Donc là, l'université, l'UR, va devenir en 84 un UFR. Donc ça, et on va avoir recruté les premiers assistants. Donc c'est Jean-Michel Deleplace qui est le premier assistant qui est recruté. Alors, il y aura la création d'un diplôme d'éducateur sportif dans le milieu du handicap qui a amené le recrutement de Martine Kreutzer à l'intérieur des enseignements. Et donc, qui sera transformé un peu plus tard quand on aura les maîtrises. Et donc, les maîtrises en STAPS, adopté le 6 juin 83, donc le procès-verbal du Conseil de l'université donne deux maîtrises particulières, enfin 2 maîtrises. Donc là, maintenant que c'est l'UFR STAPS, se pose le problème, et puis là, je pense que Jean-Michel reviendra dessus, sur les installations sportives de Besançon-la-Boulois. Donc ici, le coordonnateur, c'est Georges Jouven, architecte des monuments historiques à Besançon. Et là, il y a quand même des choses très, très, particulières. La première tranche, elle est réalisée dans les années 64, 65, 67. Donc c'est le premier gymnase. Et deuxième tranche va arriver très, très, très tard. Donc terrain omnisport, complexe évolutif. Donc voilà le premier gymnase qui est construit, qui est en activité sur un plus ou moins terrain vague. Hein. Donc on a cette installation qui est mise en place, et ça va rester pendant très longtemps, puisque vous voyez qu'en décembre 75, il n'y a toujours rien. Alors l'explication est qu'il y a un ancien maire de Port-l'Aîné, qui s'appelle Edgar Faure, qui avait proposé le déplacement de l'UFR STAPS à Port-l'Aîné, parce qu'il y avait une école de travaux publics qui n'avait pas été mise en place. Et donc, il était prêt à mettre des navettes de bus des étudiants. Il faut que je change de micro. Et donc... Donne-moi aussi, attends. Donc... il a fallu des études parce qu'il envisageait des navettes de bus, il envisageait de faire venir les gens de la fac de médecine, les médecins, pour faire les cours à
à Port-l'Aîné. Donc, vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner comme élément. Et puis, donc, en 75, vous voyez les installations qui sont normalement en place. Et quand on regarde les plans, donc voilà le plan de masse de la deuxième tranche de travaux. Donc, ça ressemble en rien du tout. Par rapport à ce qu'on veut, donc ce que ça donne. Ici, ça devait être la maison du gardien, puis la maison du directeur. Donc, on a trouvé ce genre de choses-là. La deuxième tranche de travaux, c'est toujours pas des installations sportives, c'est des aménagements de terrain. Donc, c'est ce qu'on va voir sur la photo où on va mettre des choses. Encore une autre, parce qu'il y a eu plein d'avenants, hein, donc jusqu'à 6-7 avenants sur les travaux pour des raisons financières, pour tout un tas de raisons. Et quand on regarde en 79, vous voyez que toujours, il y a la première tranche qui a été faite gymnase en 64-65. La deuxième tranche, c'est terrassements généraux 74-75. Des clôtures en 76. Et puis, travaux à réaliser, c'est les travaux pour les étudiants, donc c'est-à-dire une salle spécialisée de type B, une salle omnisport de type C. Mais donc, il n'y a pas eu énormément d'évolution. Et pour Jean-Michel Bonnard et Daniel Pernet, qu'on a interviewé, c'est l'opposition entre Jean-Pierre Chevènement, qui devient ministre de l'Éducation nationale, et Edgar Faure, qui entérine l'installation de l'UREPS, enfin de l'UREPS à cette époque-là, sur la Boulois. Donc c'est un truc politique, alors que Chevènement n'est pas un fanat de l'EPS. Hein. Mais bon. Donc les travaux vont durer longtemps, puisque le bâtiment dans lequel on se trouve va être inauguré en 92. Donc là, il y a des préfabriqués qui sont mis en place pour faire les cours, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est la difficile création de l'UFR, enfin de l'UER, puisque là, on a trouvé cette photo-là, mais on n'a pas la date de cette photo, mais bon, ça commence à être un petit peu plus, on va dire, agréable. On ne sait pas trop où sont les salles de cours, mais bon, au moins, il y a 2 gymnases, il y a une piste d'athlétisme. Donc, il y a un certain nombre de choses pour arriver à ça. Donc, ça, c'est le plan Mappy ou Google, je ne sais pas, pour arriver à cette chose-là. Donc, voilà, ça, c'est les difficultés de création. Et puis maintenant, je vais laisser la place à Jean-Michel Bonnard, qui, lui, va vous raconter peut-être des choses en détail. Tu peux parler assis, hein, si tu veux. Reste assis. Si tu veux, si tu restes. J'ai été très impressionné par le développement de l'UFR STAPS et notamment tous ces projets de recherche que vous avez évoqués. Très impressionné. Mesdames et messieurs, chers collègues, anciens, nouveaux et survivants des réunions du lundi matin, permettez-moi de vous emmener dans une machine à remonter le temps. Non pas la DeLorean de Retour vers le futur, mais celle de l'administration française. Elle met un peu plus de temps à démarrer. Mais une fois lancée, impossible de l'arrêter. Nous sommes donc en été 1972, sous un soleil radieux, 2 éminents représentants, et je plaisante pas, hein, aujourd'hui, c'était un soleil radieux. 2 éminents représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports de l'époque, M. Smolikowski, directeur régional de la Jeunesse et des Sports, et M. Renaud, inspecteur pédagogique en EPS. M'informe que la classe préparatoire P1 de Belfort, qui était, comme l'a rappelé mon prédécesseur, en survie, allait être transférée à Besançon. Il me charge de monter une équipe, trouver des locaux, assurer la rentrée. J'avais été affecté à l'université sur une future classe préparatoire en 1959 qui n'a vu le jour qu'en 1972. À l'époque, on n'avait pas peur
de grand-chose, même pas des plannings. Heureusement, j'ai pu m'appuyer sur mes collègues de l'enseignement supérieur. Alors, je les cite, Bernard Paulin, Jacques Roussel, Michel Brulebois et une ancienne collègue du lycée Louis Pergaud, Yvette de Mesmé. La classe avait une double implantation, universitaire d'un côté, secondaire de l'autre. Une belle idée, mais sur le terrain, ça ressemblait à un sketch administratif. Bonjour, on dépend de la fac ? Oui, mais aussi du lycée. Ah, donc on est étudiant ou lycéen ? Oh, les deux. Enfin, j'ai pu m'appuyer sur la faculté de médecine, notamment sur le laboratoire d'anatomie fonctionnelle du professeur Duvernois, fils de l'ancien directeur Duvernois, dans lequel officiaient le professeur Guy Monnier et Jacques Guyot, enseignant l'anatomie à nos étudiants, et sur le laboratoire de physiologie du professeur Berthelet avec Madame Duvernois, pour comprendre le fonctionnement du corps. Ces deux laboratoires ont constitué la base scientifique de la formation de nos étudiants. Enfin, tout était prêt pour la rentrée de septembre, même les appartements de 4 pièces que nous avions obtenus de la municipalité, merci, à Planoise pour héberger les étudiantes, car les étudiantes n'avaient pas de place au lycée Louis Pergaud pour être internes. Or, elles devaient être internes. Donc, elles ont été internes dans des lycées, dans des appartements qui nous avaient été affectés par la municipalité de Planoise, la municipalité de Besançon. Côté psychologie, c'est Juliette Apt, venue du CRAPS de Strasbourg, qui a apporté à la fois son savoir, son humanité, un calme olympien, ce qui était nécessaire pour faire face à certains étudiants et quelques enseignants aussi d'ailleurs. Les résultats de cette première promotion furent excellents. Dijon, notre voisine rivale, faisait grise mine. Le président du jury, l'inspecteur général Joyeux, futur doyen de l'inspection générale, nous a d'ailleurs adressé ses félicitations. Nous, on a sabré le café faute de champagne. Puis vinrent les étapes du développement, le DEUG-STAPS en 1975, la licence en 1977, la maîtrise en 1982. Chaque étape était un peu comme gravir l'Everest, sans Sherpa, sans oxygène et avec des formulaires en triple exemplaire. Nous avons eu la chance de voir arriver les collègues extraordinaires. J'en oublie, dans l'évocation. D'abord Daniel Pernet, mon adjoint fidèle, puis directeur courageux. Jean-Michel Delaplace, Jacques Mariot, premier à publier les résultats de ses travaux sur l'apprentissage du handball et les fameuses cartes cognitives. Et là-bas. Et Décimo, son adjoint. Jean-Pierre Adamy, syndicaliste de tous les moments. Jacques Gros-Perrin, sénateur, mais à l'époque, il était professeur de judo. Michel Crevoisier, d'abord Jackie Crevoisier, puis ensuite Michel Crevoisier, qu'il avait fallu faire venir de Lorraine. Didier Marchal, Annick Rochefort, et bien d'autres que j'oublie, mais qui ne m'en voudront pas, ou alors si peu. Un merci à Martine Creuser qui a pris la responsabilité de la maîtrise et a su définir le contenu correspondant. Comment ne pas évoquer, mais là, je crois que personne ne la connaît plus, comment ne pas évoquer Claude Furer, notre secrétaire, la seule capable de calmer les profs, rassurer les étudiants et supporter un directeur sans horaire. Une sainte femme. Si un jour on érige une statue à l'UFR, ce devrait être la sienne, assise devant une machine à écrire avec un café froid. Bien sûr, tout ne fut pas un long fleuve tranquille. Nos réunions du lundi à 10h étaient, comment dire, sportives. Certains s'en souviennent encore, surtout leurs cordes vocales. Les débats étaient animés, parfois enflammés, et toujours passionnés. Mais que voulez-vous, c'est ça, l'esprit STAPS, vous en avez parlé. On ne fait pas semblant, on s'échauffe avant de parler et décider. Puis vint 1981 et le grand épisode Port-l'Aîné. Le président de région, Edgar Faure, voulait implanter l'UFR, non l'UREPS à l'époque, dans sa commune où il disposait des locaux. Visite sur place,
Réunion à nouveau, nous avons expliqué que pédagogiquement cela était suicidaire. Il a souri, dit « je vous ai entendu ». Je ne sais pas s'il nous avait compris, mais il nous avait entendus. Et il a continué son projet. Heureusement, l'histoire lui a donné tort et nous sommes restés à Besançon. C'est grâce à la ténacité de Daniel Pernet qui a su jouer de la concurrence entre M. Chevènement, alors ministre, et le président de la région, avec un calme apparent et une opiniâtreté redoutable que nous pouvons admirer ces locaux, symbole de tant d'efforts, de batailles administratives, de faux rires partagés et de moments d'angoisse. J'insiste sur le mérite qui en revient à Daniel, car en octobre 83, j'ai été appelé à d'autres fonctions du jour au lendemain. J'ai donc laissé toute cette belle équipe poursuivre le développement de l'UFR STAPS, son insertion dans l'université, et ce n'était pas une petite affaire, et la construction de ses contenus universitaires, ça aussi, ça n'était pas une petite affaire. Alors permettez-moi de conclure. Oui, nous avons connu des embûches, des discussions épiques, mais nous avons surtout bâti une communauté, un esprit, une famille STAPS qui a permis le bon fonctionnement des recrutements et ainsi faire perdurer la qualité de la formation. Et si c'était à refaire, eh bien, on referait tout pareil. Merci à toutes et à tous, et un merci particulier à mon épouse Chantal, qui a su s'occuper de nos 2 enfants malgré mes absences répétées et mes humeurs changeantes, qui dépendaient de l'ambiance de nos discussions souvent orageuses du lundi. Merci 1000 fois à tous et à toutes. Bravo, Jean-Michel, bravo. Bravo.